Nous avons vu précédemment que faire des dérivés par rapport à des axes mobiles qui sont toujours parallèles à des axes fixes ne posait pas trop de problèmes puisque les vecteurs unitaires étaient de direction constante et égales à celles des axes fixes. Nous allons voir à présent comment faire ces dérivés par rapport à un système d'axes mobiles, c'est-à-dire qui tourne par rapport à un système d'axes fixes. Alors, imaginons, pour ce faire, un système d'axes fixes grand X, grand Y, grand Z avec les petits râteaux et les vecteurs unitaires associés grand I, grand J, grand K. Supposons un repère tournant mobile petit x', y', z' avec les vecteurs unitaires associés I', J', K'. Alors on suppose que ce repère peut tourner autour d'un axe fixe OA à la vitesse angulaire grand oméga. Et l'on imagine un vecteur Q dont on connaît les coordonnées, et le but est d'écrire une relation entre la dérivée de ce vecteur Q dans les axes mobiles et sa dérivée par rapport aux axes fixes. Alors, on va définir la dérivée du vecteur Q par rapport aux axes fixes OX, Y, Z comme étant la dérivée par rapport au temps de Q avec un D droit, que l'on peut également noter Q pointé en spécifiant en indice que c'est par rapport aux axes grand O, X, Y, Z, c'est-à-dire par rapport aux axes fixes. On va définir la dérivée de Q par rapport aux axes mobiles rouges, OX', Y', Z', comme une dérivée ronde. Dérivée de Q par rapport au temps, c'est-à-dire Q pointé, mais cette fois avec l'indice O petit x', Y', Z'. Cette dérivée, qu'on peut appeler partielle, mais qui est relative à des axes, c'est-à-dire ici des axes mobiles, eh bien, on va l'effectuer en exprimant le vecteur Q dans ces axes mobiles. C'est-à-dire qu'on va supposer que Q est égal à Qx', sa composante selon l'axe x', fois le petit vecteur unitaire I', plus Qy' fois J', plus Qz' fois K'. La dérivée, donc, relative aux axes mobiles, c'est la dérivée que l'on voit lorsque l'on se situe dans les axes mobiles. Autrement dit, c'est la variation que voient ces axes mobiles. Et donc, on ne dérive que les composantes Qx', Qy' et Qz', puisque lorsque l'on se situe dans ces axes mobiles, on ne voit varier que ces composantes. Et on ne voit pas varier, bien sûr, les directions I', J', K', elles sont supposées fixes puisque c'est une dérivée par rapport à ces axes. On notera donc la dérivée par rapport aux axes OX', Y', Z' de Q comme étant égale à Qx' pointé fois I', plus Qy' pointé fois J, plus Qz' pointé fois K'. La dérivée absolue du vecteur Q par rapport aux axes fixes X, Y, Z, que je note Q pointé OX, Y, Z, est égale, eh bien, à cette dérivée relative. Donc là, je reprends l'expression de Q, qui est une somme de trois termes, chaque terme étant composé d'un produit. C'est donc à chaque fois la dérivée du premier fois le deuxième, et ce pour les trois termes, plus le premier terme fois la dérivée du deuxième terme du produit, c'est-à-dire Qx' fois la dérivée du vecteur unitaire I', plus Qy' fois la dérivée du vecteur J', plus Qz' fois la dérivée du vecteur K'. Si l'on regarde la partie verte, c'est-à-dire les trois derniers termes, on s'aperçoit que ces trois termes représentent en fait la vitesse du vecteur Q fixé dans les axes OX', Y', Z'. En effet, si le vecteur Q est fixé dans les axes rouges, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas par rapport à ces derniers, à ce moment, les Qx', Qy', Qz' sont constants et leur dérivée par rapport au temps vaut 0. Les trois termes rouges se suppriment donc. Par conséquent, ces trois termes verts représentent la vitesse du vecteur Q fixé dans les axes OX', Y', Z'. Et comme l'on sait que la dérivée de l'extrémité d'un vecteur par rapport au temps, c'est la vitesse de ce point dans les axes, et qu'ici, eh bien, ce point extrême du vecteur Qt, que fait-il? Il tourne à la vitesse angulaire grand oméga autour d'un axe fixe.
et nous avons vu que l'expression de la vitesse d'un point qui tourne autour d'un axe fixe est simplement oméga vectoriellement par q. Par conséquent, ces trois derniers termes verts doivent être remplacés par oméga vectoriellement par q. Les trois premiers, eux, représentent la dérivée relative aux axes rouges. Au final, on obtient donc que la dérivée absolue d'un vecteur q par rapport au temps, sous-entendu sa dérivée par rapport à des axes absolus fixes, eh bien, elle est égale à la dérivée relative de ce vecteur par rapport aux axes mobiles qui tournent à une vitesse angulaire oméga, c'est-à-dire dérivée ronde de q par rapport au temps, c'est-à-dire ce que l'on voit varier par rapport aux axes rouges, plus oméga vectoriellement par ce même vecteur q, où oméga est la vitesse angulaire de rotation des axes mobiles par rapport aux axes fixes. Alors, une petite démonstration dans le plan. Si l'on prend des axes fixes x, y et des axes mobiles petit x', y' qui font un angle θ avec les axes fixes x, y, comme représenté sur le schéma ici, eh bien, on peut exprimer un vecteur q de t dans les différents axes et en faire la dérivée. Alors, on va tout d'abord exprimer les vecteurs unitaires des axes mobiles dans les axes fixes. On trouve aisément que le petit vecteur i' a pour coordonnées dans les axes fixes cos θ et sin θ, ce qui donne donc i' égale cos θ fois grand I plus sin θ fois grand J. Pour le vecteur j', on a moins sinus θ fois I plus cos θ fois J. Et le vecteur q, lui, il s'exprime dans les axes mobiles par sa coordonnée selon l'axe des x, x' fois le vecteur unitaire i', plus son ordonnée y' fois le vecteur unitaire j'. On réalise la dérivée par rapport au temps de ce vecteur q. Alors on a une somme de deux termes, et chaque terme est composé lui-même d'un produit de deux termes. Donc on fait d'abord la dérivée des premiers termes de chaque produit, c'est-à-dire x' pointé fois i' plus y' pointé fois j', plus, à chaque fois, le premier terme fois la dérivée du second terme. Et donc cela donne, pour x' fois la dérivée de i', eh bien cela donne x' fois la dérivée du vecteur i', dont on a l'expression au-dessus cos θ fois i plus sin θ fois j. Si l'on dérive cette expression par rapport au temps, le cosinus va devenir un moins sinus θ fois θ pointé, puisque je rappelle c'est une dérivée par rapport au temps, donc fois i, plus la dérivée du sinus θ, c'est-à-dire cosinus θ fois θ pointé fois j. Voilà pour le premier terme. Le deuxième terme, lui, va nous donner y' fois la dérivée du vecteur j', c'est-à-dire la dérivée de moins sinus θ qui me donne du moins cos θ fois θ pointé fois i, et la dérivée du cos θ qui me donne du moins sin θ fois θ pointé fois j. Regardons maintenant ce que donne le déterminant de la matrice IJK sur la première ligne. Sur la deuxième ligne, on fait apparaître 0, 0, θ pointé, c'est-à-dire le vecteur oméga, qui est le vecteur vitesse angulaire, puisque ici, les axes rouges tournent autour d'un axe fixe dirigé selon z, et qui a pour vitesse angulaire θ pointé. Et enfin, la dernière ligne, eh bien, ce sont simplement les composants du vecteur Q dans les axes grand I, grand J. Et quand on compare l'expression de la dérivée absolue de Q par rapport au temps et le déterminant de cette matrice, qui ne représente rien d'autre que oméga vectoriellement par le vecteur Q, eh bien, on obtient bien la même chose, puisque si l'on regarde ici le terme selon le vecteur unitaire I, eh bien, ça donne bien le produit du déterminant de la sous-matrice, lorsque l'on a supprimé la première colonne et la première ligne, c'est-à-dire 0 moins θ pointé fois x' sinus θ plus y' cos θ, ce qui correspond bien au terme multipliant le vecteur grand I dans l'expression de la dérivée absolue de Q. Si l'on regarde maintenant le terme selon le vecteur unitaire grand J, on s'aperçoit qu'il s'agit bien du déterminant de la sous-matrice lorsque l'on a supprimé la première ligne et la deuxième colonne, c'est-à-dire 0 moins, encore une fois, θ pointé, fois x' cos θ, moins y' sin θ. Changer de signe, comme le veut la règle des calculs des déterminants.
Je vous ai donc prouvé que dans le plan, on a bien que la dérivée absolue d'un vecteur Q par rapport au temps, c'est-à-dire par rapport à des axes absolus, est égale à une dérivée relative de ce vecteur par rapport aux axes mobiles, plus oméga, la vitesse angulaire de rotation des axes par rapport aux axes absolus, vectoriellement par le vecteur Q. On définit donc le taux de variation d'un vecteur par rapport à un repère en rotation par l'opérateur, c'est-à-dire que lorsque l'on doit effectuer une dérivée absolue d'un vecteur Q par rapport au temps, que l'on nomme variation de Q par rapport à un repère fixe au x, y, z, eh bien, on effectue une dérivée relative de Q par rapport au repère mobile OX', Y', Z', plus oméga vectoriellement par ce même vecteur, c'est-à-dire la contribution induite par la rotation de ces axes mobiles OX', Y', Z'. C'est ce que l'on appelle l'opérateur. Une dérivée absolue par rapport au temps d'un vecteur est égale à une dérivée relative de ce même vecteur plus oméga vectoriellement par ce vecteur. L'opérateur dérivée absolue est égal à dérivée relative plus oméga vectoriellement par le vecteur. Ce que je vois varier dans les axes absolus est égal à ce que je vois varier dans les axes mobiles, plus l'effet induit par la rotation de ces axes mobiles, c'est-à-dire la vitesse d'un point fixé dans ces mêmes axes mobiles.